Nous sommes là, mesdames et messieurs, très heureuse d'être avec vous ce mercredi pour WebPress. WebPress, c'est l'émission des journalistes qui ouvre la porte aux compétences de mon pays en matière journalistique. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'être avec Willy Makolo de la RTVS 1 qui présente l'émission Bosolope Bosembo. Très heureuse d'être avec toi, Willy. Merci, Paulette, bonjour. Voilà, entre nous, on se jette de fleurs. Hein. C'est la confrérie. Voilà, je suis avec Jean-Jeff Mwanza de Vision Mag, c'est ça hein? Vision Info. Vision Info, merci. En tout cas, de cette petite correction. Et je vais terminer par une très très grande compétence que j'admire énormément. C'est Thierry Bongo de SSM. Merci beaucoup, Paulette. Merci Thierry d'être là au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de la déclaration tonitruante de la sortie politique de Némouan Nsemi. Ça fait vraiment le buzz depuis le début de la semaine. Némouan Nsemi jette l'éponge, comme nous dit le phare de cette semaine. Propagandiste du glissement, Némouan Nsemi jette l'éponge. Nous allons évidemment parler un tout petit peu de la rentrée scolaire, vraiment du niveau de l'enseignement dans notre pays. La rentrée a été extrêmement timide à Kinshasa, on l'avait remarqué. Et évidemment, nous allons terminer par cette histoire de l'avion de Congo Airways. Selon le phare, en tout cas, toujours pas d'avancée. La délégation du gouvernement en tourisme à Bruxelles. Donc, on nous avait promis que Congo Airways, l'avion sera là bientôt, mais vous connaissez les bientôt du Congolais, eh bien, on attend toujours. Alors, Willy Makolo, Némouan Nsemi jette l'éponge. Je vais vous lire d'abord l'éditorial de journal pour recadrer un peu les débats. En croire le dernier numéro de Congo Dieto, le bulletin de liaison du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala, ex-Bundu Dia Congo, dissous par le ministère de l'Intérieur depuis 2007, le député national Némouan Nsemi vient de prendre la décision de quitter la scène politique. Cette option serait dictée par le silence de la présidence de la République face à la campagne de diabolisation dont il est l'objet au sein de l'opinion nationale, où continue de circuler la rumeur d'un pourboire de 2 millions de dollars américains qu'il aurait reçu pour battre campagne en faveur du glissement, synonyme de prolongation du mandat de l'actuel chef de l'État au-delà de 2016. C'est un peu le cadre nous allons débattre là. Némouan Nsemi jette l'éponge. Bon, il a suscité beaucoup de réactions dans le net, dans le virtuel et dans le réel. Beaucoup disent, ben, ça va, bon débarras. Beaucoup disent, non, c'est un courage politique, il assume ses erreurs. Et pour vous, comme élite, Willy Makolo, quelle est votre lecture de la décision de Némouan Nsemi aujourd'hui? Merci bien, Paulette. Némouan Nsemi, pour moi, je dirais d'abord, je dois l'encourager. Prendre une décision comme celle-là, ce n'est pas donné à tout Congolais. Hein. À tout Congolais, et non plus aux politiques congolais, parce que nous le savons, il y a beaucoup qui devaient démissionner depuis, mais qui sont là parce que les ridicules pour eux ne tuent pas. Mais pour Némouan Nsemi, il a compris que le ridicule peut tuer une personne. Raison pour laquelle il préfère quitter la scène politique, vu les erreurs que Némouan Nsemi a commises. Vous savez, Paulette Kimuntu, Némouan Nsemi était une figure de pro, une figure un leader incontesté emblématique du peuple central, Né-Congo. Du peuple Né-Congo. Némouan Nsemi représentait une personnalité avec un pouvoir mystico, comme disent les autres, religieux, mystico. Religieux, mystico et tout. Mais Némouan Nsemi a tenu le propos pour les Né-Congo, c'était comme s'il a eu insulté le peuple Né-Congo. Lorsque Némouan Nsemi se permet de dire devant le média, il parle de la transition de 3 ans, parce que le Congo était malade, ça suscitait quand même beaucoup d'éléments dans la tête des Né-Congo et des Congolais, parce que Némouan Nsemi cherche même à marcher sur la constitution dont le chef de l'État lui-même, Joseph Kabila Kabange, essaie de pouvoir... En est les garants. Ok, d'accord. Mais seulement, est-ce que les 3 ans demandés par Némouan Nsemi de la transition, mais je parie que même Joseph Kabila lui-même n'est pas d'accord de la proposition de Némouan Nsemi. Et Némouan Nsemi est allé beaucoup plus loin, jusqu'à tenir de propos xénophobes au niveau du Bas-Congo, disant que les Congo central est une province qui doit d'abord être habitée par les Né-Congo. Et non seulement, même si tu es d'une autre province, tu arrives dans le Congo central, tu es obligé et censé de pouvoir apprendre les Kikongo. Et vous trouvez, au 3e millénaire,
dans un pays où nous sortons dans des problèmes, des guerres tribaux et tout ça. Mais voilà, Némona Nsemi vient sortir encore un élément pareil. Donc ça a suscité quand même beaucoup de problèmes au niveau du peuple né Congo et au niveau de la République démocratique du Congo en général. Némona Nsemi n'a pas eu tort de jeter l'éponge. Pour Némona Nsemi, moi je trouve ça un courage, mais en tout cas même dans les silences qu'il n'ose plus. Ok, même dans les silences en tout cas, qui n'ose plus, l'a dit Willy Makolo, Jean-Joseph Mwanza, Némona Nsemi est-il courageux? Est-ce que son acte était de la bravoure politique aujourd'hui? On peut saluer ce geste, il a commis des erreurs, il s'est dit bon voilà, ça y est, j'arrête. Maintenant le problème ici, Paulette, Némona Nsemi n'a pas jeté l'éponge parce qu'il reconnaît ses erreurs. Si peut-être il avait dit à la face du monde que je reconnais avoir fait ceci et cela, je demande pardon à la population congolaise, je demande pardon à la population né Congo et je démissionne, ça aurait été autre chose. Mais moi, dans Nsemi, en donnant les raisons de sa démission, il reproche plutôt au chef de l'État, il reproche au pouvoir de l'avoir pas soutenu, dans sa démarche. C'est-à-dire que moi, je ne trouve pas un courage politique dans ce qu'il a fait. C'est de la lâcheté, vous trouvez? Oui, c'est de la lâcheté, c'est juste, il veut se racheter vis-à-vis de la population, mais ne sachant pas se racheter de la plus bonne manière. Il aurait plutôt dit que je me suis mal comporté, j'étais contre les autres tribus qui habitent les Bas-Congo, je me suis comporté comme pas un responsable et la population pouvait l'excuser. Mais pour cette fois, en tout cas, je pense que Némona Nsemi continue plutôt dans des bêtises, à mon avis. Il ne peut pas se comporter de cette façon-là parce que même les raisons qui sont avancées, nous avons suivi hier sur la radio Capi son secrétaire général qui s'exprimait. Les raisons qu'ils avancent, franchement, un homme d'État, il ne pouvait même pas dire ça. Parce que, paraît-il que ce qui se sont dit avec le chef de l'État dans la petite chambre n'a pas été respecté. On ne sent pas en lui, n'est-ce pas, une constance politique. Une constance politique. Franchement, il aurait pu faire autre chose. Thierry Bongo, voilà, les compétences ont parlé, d'autres disent ce courage politique. Jean-Joseph nous dit c'est de la lâcheté. Alors, Thierry Bongo, est-ce pour vous vraiment un courage politique de quitter les navires avant le naufrage? Non, en tout cas, je rejoins à peu près la conclusion de Jean-Joseph Mwanza qui dit que ça n'a rien d'un courage politique dans le sens que les raisons pour lesquelles Némona Nsemi a quitté la scène politique sont des raisons exogènes à sa personne. Ce ne sont pas des raisons qui le concernent particulièrement. Il ne reconnaît pas ses propres erreurs. Il ne reconnaît en tout cas pas ses erreurs. L'erreur politique d'avoir reviré à 90 degrés en dernière minute en quittant ses pairs de l'opposition avec qui il avait un certain crédit. En tout cas, le crédit de Némona Nsemi, c'est qu'il portait la voix du Bas-Congo et que cette province du Congo est une province particulièrement attachée à des idéaux oppositionnels. C'est une province qui est dans l'opposition, une province qui rejette à peu près ce qui se passe en République démocratique du Congo de manière générale. Et lui, Némona Nsemi, en était les porte-voix. Il a été pratiquement le gourou d'une grande mutinerie, un grand soulèvement populaire. Aujourd'hui, des gens qui sont morts à cause de l'avoir suivi, des gens qui ont choisi de pouvoir s'opposer au régime actuel parce qu'ils estimaient que Némona Nsemi avait la possession de la vérité. Aujourd'hui, Némona Nsemi les a trahis quand il est parti en consultation avec le chef de l'État en faisant des propositions qui ne sont pas de nature à soutenir la voix du Bas-Congo pour certaines personnes. Aujourd'hui, il change parce qu'on avait fait des promesses qui du reste étaient secrètes. On ne sait même pas on ne savait pas qu'on avait promis de l'argent, on ne savait pas qu'on avait promis des postes, comme des postes, ainsi de suite. Et même quand il a dit lui-même qu'il avait arraché un accord pour qu'on puisse libérer les siens, pour qu'aujourd'hui il se plaint d'être à la vindicte des Balouba. Ça s'est dit dans cet édito de Congo Dietou. Les Balouba m'insultent aujourd'hui, je suis incriminé par les Balouba. Et on sent dans quel sens il se prononce. On voit là une personne qui se trouve aux abois, contrainte par ses propres mauvais choix de pouvoir se rebiffer. Mais aujourd'hui, l'image qu'il incarnait, la personnalité qui est représentée, c'est totalement effrité. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à Némona Nsemi parce que c'est une personne qui change de position à tout bout de champ. Au Congo, les hommes respectables, ce sont les hommes qui sont constants. Vous êtes de la majorité,
soutenez la majorité, les idéaux de la majorité. Quand ça ne marche pas, reconnaissez que ça ne marche pas, mais nous pouvons faire mieux. C'est le discours qu'il faut. Mais vous êtes de l'opposition, vous changez parce qu'on vous a fait des promesses. Vous voyez là où ça passe. On vous fait des promesses. À cause de ces promesses, vous changez caricaturellement de position. À cause des promesses factices, des promesses de fait, vous changez de point de vue. Mais comment peut... Mais je suis vraiment... Mais c'est vrai, Thierry Bongo... Mais Thierry Bongo... Bongo, la politique est dynamique, la politique n'est pas statique. C'est pour l'intérêt de la nation. Si on vous dit le dialogue est là, c'est vrai que beaucoup disent que non, le dialogue c'est une façon de permettre le glissement pour le chef de l'État, mais une certaine opinion pense que non, c'est autour d'une table qu'on doit se mettre pour parler de nos problèmes, comme l'a dit Obel Inako. Obel Inako l'a dit aujourd'hui sur RFI, laissons les Congolais dialoguer pour élaguer nos problèmes. Alors pourquoi ne pas comprendre un tout petit peu les propos de Némoana Nsemi? Je ne comprends pas les propos de Némoana Nsemi dans le sens que Némoana Nsemi a fait une proposition anticonstitutionnelle. Le glissement de 3 ans, la transition de 3 ans. C'est une proposition anticonstitutionnelle. D'abord, et je ne vois pas un fora tel que le dialogue, venir discuter sur des propositions qui ne sont pas constitutionnelles. Nous devons rester dans le cadre de la Constitution ou faire un choix de refuser cette Constitution et aller dans un autre sens. Ce sont des choix tout à fait normaux, mais c'est dans le dialogue qu'on le fera. Mais avant même que le dialogue se prononce, vous êtes dans des propositions qui ne respectent pas les textes en vigueur. On n'a pas encore changé de Constitution. On n'est pas dans une nouvelle république pour qu'on puisse discuter des choses qui ne sont pas dans le champ de cette république-là. Je regrette, moi, profondément, parce que je le dis aujourd'hui, c'est une personne que j'avais un profond respect. Moi, je suis parti au Bas-Congo, à Luozi, avec un sénateur. Il m'a fait découvrir Luozi, un très beau pays, une très belle contrée de ce Congo. Mais c'est merveilleux, Luozi. Et les gens de là-bas sont très intègres. Ils sont du côté de Congo-Brazzaville, mais ils sont attachés au Congo. Ils sont de l'autre côté de la rive du Congo. Ils sont à Brazzaville, on peut le dire. Mais ils sont attachés à ce pays, à cette nation. Et aujourd'hui, il les a trahis. Il a trahi leur profond respect. Willy Makolo, c'est vrai que, essayons de dépassionner, Némoana Nsemi a tenu de propos, on dirait xénophobes, mais déjà, nous le faisons un tout petit peu ces derniers temps avec la politique de la territoriale des originaires. Beaucoup disent que cette politique de la territoriale des originaires, c'est ça qui a fait basculer le Congo, en fait, a fait ressurgir cette notion de tribalisme. Quand c'est un Ekongo qui doit être gouverneur au Congo central, un Moulouba doit être gouverneur au Kasaï, quelqu'un de l'Équateur doit être forcément gouverneur à l'Équateur. Vous ne voyez pas que c'est aussi ça qui alimente un tout petit peu ce tribalisme feutré. Mais Paulette Kimuntu, merci d'abord pour la question. Nous les voyons. Lorsque quelqu'un est nommé ministre dans ce pays, quand il est tété là, c'est les tétés là qui viennent danser. Quand il est du Bandundu, c'est le folklore du Bandundu qui vient jouer. C'est pas bon, c'est pas quelque chose à approuver, à encourager, Willy Makolo. Tout justement, c'est ça. Vous savez, excusez-moi, je vais rentrer un peu en arrière. Je vois l'époque du maréchal Mobutu quand il a parlé, quand il a même obligé, il a demandé à ce que dans une entreprise, dans un bureau par exemple, qu'il n'y ait pas 3-4 personnes d'une même province, d'une même tribu. C'était justement pour éviter tous ces éléments tribaux. Et aujourd'hui, les Congos se déchirent. Pourquoi? Parce que même dans l'armée, même dans la police aujourd'hui, n'ayons pas froid aux yeux. Dans l'armée aujourd'hui, si tu parles pas swahili, tu n'es pas, on te regarde pas bien. Même dans la police, il y a quelqu'un qui est de l'Équateur, mais qui va boutiquer le swahili pour qu'il soit regardé avec un regard convenable. Mais écoutez, même dans la diaspora aujourd'hui, c'est les Louba et allez-y aujourd'hui. Allez-y aujourd'hui, on va vous dire, comptez les ministres aujourd'hui, ceux qui sont des ministres, qui dans des ministères clés. S'il n'est pas de l'autre côté, il ne peut pas être de là-bas. Mais allons-y, les Congos aujourd'hui, qui vous a dit que celui qui doit être gouverneur du Katanga doit nécessairement être natif en fait, du Katanga? c'est venu comment celui qui va être gouverneur du Bandundu, écoutez, nous sommes tous Congolais. Envoyer quelqu'un du Bandundu à l'Équateur, celui de l'Équateur dans les Katanga, celui, je ne sais pas moi, dans le Congo central, et c'est comme ça qu'on va réunir tout le peuple congolais. Mobutu le disait, ce qui veut dire que le Congo est un pays avec un peuple, pas avec un peuple déchiré.
Mais aujourd'hui, tous ces conflits tribaux qu'on rencontre aujourd'hui en République démocratique du Congo, tout justement, c'est dû à ces éléments-là. Donc, les Congolais, aujourd'hui, nous devons comprendre, je n'ai pas besoin, moi, de savoir mon frère qui est en face de moi, il est de quelle province pour qu'on tienne de bas ici avec lui. Non, on n'en a pas besoin. J'ai seulement besoin de savoir est-ce qu'il est Congolais. Ben, il est Congolais, moi, ça me suffit. Moi, à un moment donné, moi, ça me choque les gens qui me posent la question de savoir, tu es de quelle province. Je leur dis, écoutez, je suis Congolais. Et moi, c'est tout. Être Congolais suffit. Est-ce que, Jean-Jacques, est-ce que Congolais, ça suffit? Est-ce que ce peuple congolais existe-t-il réellement? On le voit aujourd'hui, il y a les Né-Congo, il y a les Luba, il y a les Swahili, tout le monde se rétracte, il y a maintenant, tout le monde se rétracte dans son petit coin là. Ce nationalisme tribal est en train vraiment de refaire surface. On le voit même en Europe, chez les combattants, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est les les Baluba contre les Mbandi. On comprend très bien. Est-ce que le peuple congolais existe réellement? C'est un mythe. Où il y a des peuples congolais, où il y a vraiment un peuple congolais. En tout cas, je doute que nous puissions encore à ce jour être appelés un peuple. Nous ne sommes plus vraiment cette nation congolaise qui est Mobutu. En tout cas, hier, ça faisait 18 ans depuis qu'il est parti, depuis qu'il a quitté cette terre des hommes. Même si on l'a souvent reproché de plusieurs mots, mais à ces sujets, si nous pouvons avoir un chef de l'État qui pourra réfléchir comme Mobutu, nous serons un pays fort. Les gens ne comprennent pas pourquoi Mobutu était fort, les gens ne comprennent pas pourquoi même dans la sous-région, on craignait Mobutu, on avait besoin du secours du Zaïre à l'époque. C'était parce que nous étions un peuple fort. Et on ne peut pas être un peuple fort lorsqu'on est déchiré, on est déchiré de l'intérieur. Quand tu es Congo, tu ne peux pas, tu es né Congo, tu ne peux pas te sentir chez toi. Dans le Kasaï, quand tu es Katangé, tu ne peux pas te sentir chez toi à l'Équateur. En tout cas, ce n'est pas du tout une bonne chose. J'aurais aimé que ce qui s'est passé, par exemple, à Goma avec l'élection de Condeville à Kikanda, soit une leçon pour la classe politique congolaise. Cet homme qui est né Congo est allé se faire élire comme député national sur la terre qui n'est pas la sienne. Pourquoi? Parce que il a laissé, n'est-ce pas, une histoire palpable. Il a laissé une empreinte palpable. Je me demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut être gouverneur que dans sa province. Non. En tout cas, je me demande, le chef d'État va peut-être procéder à la nomination des gouverneurs. Est-ce que c'est encore la même logique qui va se passer comme ça s'est fait pour l'élection? Parce qu'on dit que l'élection est d'abord tribale, mais je me demande si la nomination sera aussi tribale. Hein. En tout cas, c'est Thierry Bongo, cette politique de territoriale des autochtones, est-ce une bonne chose pour la RDC ou c'est pas vraiment quelque chose qui est en train de nous miner de l'intérieur? Nemwana Semi peut-être a dit tout haut, c'est que les gens disent tout bas. Il a dit carrément que ce sont les non-originaires qui occupent de postes importants au Congo central. Les Né-Congo originaires ne se retrouvent pas et tout ça. Donc chacun rentre chez soi. Mais tout ça, peut-être c'est que les gens disent tout bas. Lui, il a dit tout haut, tout simplement. Bon, moi, je ne suis pas totalement dans cette analyse. Je dis que l'origine d'une personne n'est pas nécessairement le fait qu'il soit né d'une tribu autochtone de ce coin-là. Je suis né au Bas-Congo, j'ai grandi au Bas-Congo, je peux être originaire de l'Équateur, entre guillemets. Je suis plus attaché au Bas-Congo parce que j'y ai fait mes premiers pas. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples. Condeville qui a fait beaucoup de choses au niveau du Kivu, il a été élu là-bas. C'est le peuple Kivu qui l'a élu. Il y a d'autres cas. Il y a Alexis Takizala Massosa qui a été élu en 2006 au Katanga. Il est du Bandundu. Il est du Bandundu. Il a été élu. Il y a beaucoup de ces cas. Le problème, c'est l'attachement à cette terre. Ce que vous avez fait sur ces lieux-là. Et le peuple qui vous élu peut se retrouver en vous. Le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse tenter cette aventure-là, de pouvoir vivre en dehors de chez soi. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de répulsions dans beaucoup de nos avec contrées. Des leaders qui il y a beaucoup de leaders, voilà. Et c'est ce genre de langage xénophobe qui doit être poursuivi par le procureur général de la République, je le répète. Je dis ceci. Moi, je peux vous livrer une anecdote. En 2008, j'étais au Katanga, j'étais à Lubumbashi. Je me suis perdu un jour, vers 18h30, 19h, dans la commune de la Rouachi. Et j'étais là, en train de chercher. Je débrouillais un petit Swahili que je ne connais pas très bien. Je suis tombé sur des Quinois. Je les ai abordés en Lingala. Par chance comme ça. Et leur première réaction était laquelle? Ah! Nous découvrons la chance. Parce que tu nous parles en Lingala. Si tu étais tombé sur les autres là, mais tu aurais des problèmes. Je dis, ah, mais pourquoi? Ça, nous sommes tous dans un même pays.
il y avait à cette époque-là, en 2008, encore des gens qui pensaient que être quinois au Katanga, c'était une mauvaise chose. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de pratiques qui viennent de Kinshasa qui renforcent justement le fait que les gens de là-bas pensent que les quinois viennent profiter de chez eux. Hein? Parce que tout ce qui se fait à Kinshasa ne profite pas nécessairement. Ils se disent, mais pourquoi on leur donne 40%? Pourquoi est-ce qu'on leur donne 60%? On doit avoir attendre de eux 40%. Il y a de ces questions qu'on doit régler, des questions de fond qu'on doit régler, qui touchent à la société actuelle au Congo. Et aujourd'hui, le tribalisme est entretenu aussi par rapport à ces faits-là économiques. Et je suis de ceux qui pensent que les caisses de péréquation doivent être mises en place. Ce sont des structures qui vont permettre à ce que... Il faut qu'on puisse cesser à présenter... Il n'y a pas des Congolais plus... Voilà. Il faut qu'on puisse cesser à présenter à la face des autres Congolais que voilà, il y a des Congolais qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, je suis mieux. C'est ça. Et donc c'est ça à peu près qu'on devait faire. Et puis, le grand problème du Congo aujourd'hui, c'est la circulation des personnes à l'intérieur. Aujourd'hui, pour aller au Katanga, il faut payer combien? Oh là là, on nage dans les... À peu près 600 $. Imaginez, dans votre propre pays, vous payez plus d'argent que pour aller à Brazzaville. À Brazzaville. Vous imaginez, la circulation intérieure ne permet pas à ce que les gens puissent se mixer, vivre ensemble. Nous devons faire des efforts dans ce sens-là. Le Belge a voulu à ce que le pays puisse être ainsi fait pour permettre justement la séparation des classes, la séparation des peuples en sein de la République démocratique du Congo, pour qu'on puisse avoir une conscience de nation. On ne peut pas avoir une conscience de nation parce que, voilà, on risque de les inquiéter. Et c'est resté ainsi. Les routes, les infrastructures, tout ce qui était pour ce qui permettre la communication entre les gens ont été fait en sorte qu'on puisse être séparés les uns des autres. Entre nous, hein, et même dans la logique de la promotion du Congolais, le Belge avait mis des classes par rapport aux tribus. On sait que le type de l'Équateur, il est physiquement fort. On le met dans l'armée. Donc c'est là-bas qu'il doit rester. Et aujourd'hui, dans certaines provinces du pays, quand vous êtes militaire, directement, on pense que vous êtes l'Équateur. On pense que vous êtes l'Équateur. Oh, Lingala, il est l'Équateur. Directement. Vous êtes du Bandundu. Dès que vous parlez Lingala au Katanga, on dit que vous êtes de l'Équateur. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on doit travailler dans le mental du Congolais. On doit travailler dans le moral du Congolais pour lui faire comprendre que nous sommes une nation. Le nationalisme se construit. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas des mots. Il y a des actes à poser. On doit mener des efforts, par exemple, pour relier l'Est et l'Ouest par un chemin de fer. Ça tarde de ça, par des routes. Il faut que le Congolais puisse se sentir bien chez lui. Je peux partir, je décide peut-être que non, voilà, pendant ces vacances, je vais aller au Nord Kivu. Mais combien sont ces Kinois qui vont au Nord Kivu? Combien sont ces Katangais qui préfèrent aller à Paris, ils préfèrent aller à voilà, Athènes, par exemple. Combien sont ces Kinois qui partent à l'Équateur? Personne. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé à l'Équateur. Combien sont ces gens du Bandundu qui vont en province orientale? Nous ne sommes pas ensemble dans notre propre pays. C'est ça qui pose problème. La cause du tribalisme, on peut le dire, ce sont les pratiques politiciennes, oui. Mais déjà, sur le plan de la gestion de l'État, les infrastructures sont telles qu'on ne puisse pas être connecté, interconnecté. Heureusement, on a Kinshasa, grande mégapole, où on peut se retrouver tous ensemble. Mais bon, on se mixe, mais il faut que ça aille au-delà. Voilà, nous avons terminé avec ce premier dossier de Némoine Nsemi. Je crois que par rapport à son courage, entre guillemets, politique, non, pas de courage. Soi-disant courage. Soi-disant courage. C'est pas du je courage, crois qu'il a quand même jeté l'éponge et il y a une certaine opinion qui pense déjà. C'est une scène de théâtre qui reviendra. Et voilà, peut-être. Mais même le poste de député, il a laissé. Donc il a vraiment quitté la scène politique. On le verra le 15. Il se consacre à sa religion. Voilà. Maintenant, nous allons aller vers les écoles Willy Makolo. La rentrée a été vraiment timide, on l'a vu. Beaucoup de parents n'ont pas pu réaliser correctement cette rentrée scolaire. Ça sera comme ça à chaque fois. On a l'impression que chaque année, ça ne fait que dégringoler. Le côté social ne fait que dépérir. Moi, au fait, je suis mal à l'aise quand on parle de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et quand je regarde nous avons un Premier ministre qui vante 1000 écoles construites. Par an, quoi. Par an, je crois 1000 écoles. Non, 1000 écoles. Mais jusque-là, je pense qu'il n'a pas encore atteint ces 1000 écoles aussi. Écoutez, Paulette Kimuntu, vous parlez, vous écrivez, vous lisez, c'est une qualité. C'est les trois éléments d'abord qui créent un intellectuel. Vous réfléchissez. Aujourd'hui, j'ai parlé des 1000 écoles que Matata, le Premier ministre, a toujours martelé 1000 écoles. 1000 écoles pour envoyer qui? Les enfants congolais. Tout à l'heure, là, mon frère
a parlé de la caisse de péréquation pour créer la stabilité de province, l'équilibre entre les provinces. Une fois je suis passé ici, je vous ai dit, les Katanga par rapport au Bandundu, c'est 50 ans de retard. Le Bandundu a 50 ans de retard pour rejoindre le Katanga. Allez-y voir les écoles dans le Bandundu, même dans le Congo central ici. Même à l'Équateur. Même à l'Équateur. Allez-y voir les écoles. On construit 1000 écoles. Où est-ce qu'on construit les 1000 écoles? Au Maniema. Au Maniema, oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'on va envoyer dans ces 1000 écoles-là? Parce que ce sont les parents qui sont obligés de pouvoir organiser la rentrée scolaire, payer les frais, les uniformes chez nous, ici au pays, les cartables, tous ces éléments-là. Ça tombe sur le parent. Les parents, ils sont payés. Quel est le coût mensuel du paiement de parents en République démocratique du Congo aujourd'hui? C'est un autre problème. Mais aujourd'hui, allez-y. Il y a 3 secteurs en République démocratique du Congo qui sont négligés. Et parmi ces 3 secteurs, il y a l'enseignement. Les enseignants eux-mêmes sont très mal payés. Hein? L'éducation était parmi les 5 chantiers à l'époque. On a parlé des Mboudi. Où est-ce qu'on en est avec Mboudi aujourd'hui? Vous suivez. Là, je suis en train d'interpeller Maker Mwango, ministre de l'enseignement. S'il est en train de me suivre en ce moment précis, il doit avoir honte d'être ministre. Depuis qu'il est ministre, la rentrée scolaire est toujours compliquée. C'est toujours un problème pour le parent. On a parlé de la gratuité de l'enseignement ici. Elle n'est toujours pas effective, cette gratuité. Mais où est-ce qu'il y a la gratuité de l'enseignement? Où est-ce qu'il y a la gratuité de l'enseignement ici? Je ne sais pas, vous avez envoyé les enfants le lundi. Quand est-ce que vous avez envoyé les enfants? Moi, j'en connais, hein, dans mon quartier, des parents qui viennent demander si possibilité il y a, c'est que tu puisses acheter voilà les articles, rien que pour la rentrée scolaire. La République démocratique du Congo, on dit que c'est un grand pays dont dans le fond il n'y a rien. L'enseignant d'abord est négligé. L'enseignant dépend de parents des élèves aujourd'hui. Vous avez suivi, lors de la publication des examens d'État ici, on tend le micro auprès de ces lauréats là, mais vous vous posiez la question de savoir est-ce qu'ils parlent une langue à peu près comme le français ou ils parlent vraiment français? Écoutez, aujourd'hui nous avons un sérieux problème. Nous réfléchissons ici. C'est parce que nous sommes passés quelque part. Mais l'enseignement est pourri dans ces pays. Ne parlons même pas de la rentrée scolaire, parce que la rentrée scolaire, on en parle aujourd'hui. Revenons ici l'année prochaine. Posez la même question. Et je vais vous répéter le même propos, parce que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Jean-Joseph Mwanza, Willy Makolo a bien dit, bon, la rentrée scolaire c'est un épiphénomène. Nous entrons vraiment dans le fin fond de l'enseignement en République démocratique du Congo. Une innovation cette année, c'est le retour du salut au drapeau. Pour vous, ça peut éveiller un peu le civisme un peu perdu de nos élèves? Depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il y avait plus avant que je ne puisse parler peut-être de cette innovation, j'aimerais d'abord élever une chose. Je vous en prie. J'ai entendu dire, Makolo a dit, mais aussi Thierry, que les écoles qui sont construites, c'est seulement au Maniema. Il faut éviter un peu l'amalgame. C'est trop fort, il faut relativiser. C'est quand même trop fort. Nous avons vu des écoles dans le Bas-Congo. Il y a même une école, j'ai vu, qui porte le nom de Marie-Olive Lembe. Ça se fait un peu partout dans les provinces. Okay. C'est peut-être que... Des écoles pour envoyer qui? C'est ça la question que nous devons nous poser. Là, je partage les mêmes points de vue avec toi. Mais ce que je ne voulais pas accepter, c'est dire qu'il y a une politique de deux poids, il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Non, les écoles sont construites partout dans la République. Mais le problème là se pose au niveau de cet enseignement, en fait. Moi, je pense qu'il faut réformer notre système éducatif. Lorsque nous étions encore élèves, écoliers, à mon avis, c'est vrai, déjà de la 2e primaire, vous sentez que l'enfant se débrouille, il veut écrire, il veut lire. Moi, je suis lire en 1re primaire. Exactement, et déjà en 3e primaire, cet enfant n'avait plus de difficulté de lire, d'écrire. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les enfants de l'université qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Hier, j'étais en train de faire un devis quelque part. Je donne à ces jeunes d'une trentaine révolue d'écrire là. Je comprends qu'ils ne savent pas écrire, mais ils disent quand il a commencé à griffonner, là j'ai regardé, je ne sais pas ce qu'il voulait écrire. J'ai eu honte. En tout cas, le système éducatif doit être reformulé. On ne sait plus si nos enfants vont étudier ou ils font juste
pour remplir les salles salles des classes. Par rapport au salut au drapeau, par rapport au salut au drapeau, c'est quand même une bonne innovation. Oui et non. Non, ça existait déjà. Ça existait déjà, mais ça a été un peu, je dirais, négligé. Ce n'est pas mauvais. Dans le cas du civisme fiscal, nous avons... Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Dans le cas du civisme, c'est très important. On a des gens qui ne savent pas chanter l'hymne national aujourd'hui. Certaines personnes qui ne savent même pas que signifient les couleurs de notre drapeau, tout ça. Il faut qu'on puisse encore, n'est-ce pas, répandre ces habitudes. Je ne vois pas ce qui est mauvais là-dedans, mais il faut vraiment, en dehors de cela, que le ministre de l'EPSP, qui est aussi ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, puisse penser non seulement au salut au drapeau, mais qu'il puisse penser à autre chose, les cours de civisme, l'éducation civique et morale, qui apparemment n'existent presque plus. Les enfants peuvent faire les saluts au drapeau, mais après, quand tu lui poses des questions sur l'éducation civique et morale, c'est vrai que c'est pas une innovation, Willy Makolo l'a si bien dit. On a simplement repris le salut au drapeau, mais il y a une certaine opinion qui pense aussi, Thierry, qu'on risque de basculer ou rebasculer dans le mythe de la personnalité. Est-ce qu'on ne va pas encenser le chef comme on le faisait sous Mobutu? On le sait, nous, on a vécu le salut au drapeau, on saluait le guide, nous chanterons, nous danserons pour, je ne sais plus comment on le disait, pour éclairer notre guide, prouver notre amour, des trucs comme ça. Donc c'était vraiment le culte de la personnalité de Mobutu. Est-ce qu'on ne va pas glisser vers ça aussi, à la longue? Donc, en fait, avant de toute chose, avant d'aborder cette question-là, j'aimerais juste dire que la rentrée scolaire est un indicateur important de la vie, du climat, du fonctionnement d'une société. Les gens qui abordent la rentrée, les sociétés qui abordent la rentrée scolaire avec sérénité sont des sociétés qui ont pu bien assis s'asseoir, c'est ça. Mais aujourd'hui, vous sentez que le Congolais, contrairement à ce qu'on lui présente, a toujours des difficultés en 2-3 mois à préparer la rentrée des classes. Mais pourquoi ça ne peut... La faute ne revient pas aux parents qui viennent à la dernière minute faire cette préparation. Mais les parents n'y arrivent pas. Pourquoi vous payez un Minerva par élève de $400, $600? Vous avez la rentrée scolaire qui a un coût global qui va au-delà de $200 par élève. Cahier, uniforme et consorts, je ne sais pas si vous l'avez fait. Donc si vous avez 2, 3, 4, 5 enfants, 3, 4, 5, vous multipliez, vous avez combien à la fin du mois? Après 2 mois, est-ce que c'est possible de le faire? Je crois que les parents au Congo sont vraiment poussés à bout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'y arrivent pas à la fin. Le problème n'est pas au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire, initiation. Non, c'est un problème sociétal, c'est un problème de société, c'est un problème où les gouvernants doivent se pencher pour pouvoir donner plus de subsides, plus de moyens aux élèves. Je félicite certaines entreprises de l'État qui donnent des cahiers, qui donnent certaines primes pour que les élèves, les parents puissent, tant que faire se peut, permettre la rentrée. Mais ce n'est pas général. Il y a beaucoup encore à faire dans ce niveau-là. Deuxième élément. Vous avez ici parlé de ce salut au drapeau. Le salut au drapeau avait cette valeur justement de pouvoir inculquer aux enfants, aux élèves, aux apprenants, les valeurs civiques. Il faut l'orienter. Il faut l'orienter. Mais ça ne doit pas rester au seul salut au drapeau qui ne fait que 5 à 10 minutes avant l'entrée dans les élèves dans la classe et qui ne se fait qu'au début de la semaine. Le lundi, il y a un cours important qui est le cours de civisme. Aujourd'hui, le ministre de l'EPS Inc. a ce portefeuille important de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est tout un portefeuille, c'est toute une philosophie nouvelle dans ce gouvernement qui doit être matérialisée au niveau des élèves au plus bas échelon jusqu'au plus haut niveau. C'est l'enseignement primaire et secondaire, c'est l'enseignement de base. C'est là où on donne les prérequis à un enfant pour pouvoir mieux évoluer plus tard. Mais il y a un autre élément que vous n'évoquez pas. L'enseignement aujourd'hui au Congo a plusieurs facettes. Nous n'avons plus un seul ministère de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons, comme Jeff l'a dit, peut-être de manière impunément, EPSP. Non, nous avons un ministère de l'enseignement primaire, secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous avons un second ministère de l'enseignement technique et professionnel. C'est 2 ministres parallèles qui œuvrent dans le secteur de l'enseignement de base, parce qu'il y a l'enseignement primaire, il y a l'orientation au secondaire et ainsi de suite, et qui nécessite à ce que les gens, les élèves, les apprenants puissent faire des choix idoines qui reflètent les besoins de la société. Et je vais essayer de parachever, c'est qu'on a souvent tendance dans ce pays à reléguer l'enseignement technique et professionnel en second plan, or que c'est un enseignement important. Il vous souviendra que le chef de l'État, lors du discours au Congrès, en décembre, a soulevé ce point important qu'il sera institué en RDC un ministère de l'enseignement technique et professionnel, un enseignement dédié, parce que on doit répondre aux impératifs, aux besoins de notre société en termes d'emploi,
en termes de... On va former des élèves pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Voilà la question, Willy Mako. L'enseignement technique, on se rend compte aujourd'hui qu'on a difficile à trouver des maçons formés, on a difficile de trouver des charpentiers formés, on a difficile de trouver des gens de métier. En fait, tout le monde veut faire littéraire, péda et tout ça. C'est bien bon. Nous, on nous a orientés ainsi. Mais l'enseignement, quel est l'apport de l'enseignement technique dans la nation? Tout justement, c'est parce qu'ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés comment? Les chantiers, les différents chantiers qui sont dans la République, dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, il y a des Indiens, il y a des Libanais, il y a tout ce monde-là. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas de jardiniers professionnels, on n'a pas de menuisiers professionnels en République. Écoutez, regardez, il y a combien de maisons, par exemple, qui sont construites par le fils du pays, mais qui sont très mal finies. Vous voyez, même lorsque vous achetez un meuble fabriqué, par exemple, chez un menuisier du coin, il est difficile d'accepter la finition. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire la République doit accompagner, comme venait de le dire mon frère. Donc c'est-à-dire l'État doit mettre non seulement le moyen en place, mais il doit mettre une structure au travers les ministères et tout, pour pouvoir motiver des jeunes à pouvoir aimer en fait ce côté technique les différents secteurs techniques. Parce qu'on en a besoin. Nous parlons de la reconstruction du pays. Mais on reconstruit des pays avec des hommes. Avec les mains. Avec le main. Avec on en a besoin. Mais moi, je voulais souligner... On veut une chose et son contraire dans ce pays. Je ne comprends pas. On parle ici des valeurs civiques et tout ça. Mais moi, je veux qu'on parle des valeurs morales aussi. Paulette Kimuntu, regardez aujourd'hui nos jeunes sœurs, nos enfants qui partent à l'école, qui sont à l'école primaire aux humanités. Regardez les vestimentaires. Vous regardez des maquillages. Moi, je me souviens, moi, j'ai fréquenté 2 collèges, excusez-moi, j'étais à Boboto, à Ilikia. J'ai appris à nouer ma cravate au collège Ilikia. Je me souviens, c'était le recteur, c'était l'abbé Bonaventure Laou. Donc, qui vous prend? Il a même une fois exclu à l'école son propre frère et il a demandé à ce que son père vienne. Mais là où nous poursuivait jusque dans la cité. Juste dans la cité, jusqu'à la maison. Il est du collège Ilikia. Je suis du collège Ilikia. On a appris. On me punissait en route. Mon Dieu. Rond-point Forescom, vous avez votre cravate nouée à la tête. Vous dites, monsieur, demain vous êtes suspendu. En route. Mais ça c'était l'abbé là. La discipline. Mais aujourd'hui, nos enfants vont à l'école avec des maquillages comme s'ils allaient dans une fête, avec de jupettes. Mais écoutez, vous y allez étudier, vous allez remuer tout le temps votre beauté et tout. Ça, c'est un problème. C'est l'État aussi. Inculquer les valeurs, les vraies valeurs. Qui doit imposer un système de fonctionnement, un système pour pouvoir orienter les élèves filles comme les élèves garçons. Initiation à la nouvelle citoyenneté, c'est ça justement le rôle. Évidemment, c'est ça. Donnons-leur un contenu. Nous allons terminer par cette histoire des dettes, mesdames et messieurs. La RDC croule. Mais j'aimerais retomber sur un élément. Oui. Okay. En quelques poussières de secondes, j'aimerais revenir sur un phénomène important. Quand on parle de l'enseignement technique et professionnel, on a tendance à voir qu'il y a un certain laxisme de ce côté-là. Pourquoi? Parce que nous constatons, et c'est une information que je vous donne, qu'il y a un sérieux blocage pour que ce ministère puisse évoluer. C'est un ministère qui est créé depuis le mois de décembre, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas d'administration. Il n'a pas d'administration d'abord, pas d'administration, pas de provède, pas d'inspecteur provincial. Ils vont fonctionner comment? Jusqu'à quand on peut même pas de frais de fonctionnement parce que... Non, mais déjà la structure administrative... n'est pas là. Parce qu'il existe un ministère s'il y a une administration. Il n'y a aucune administration depuis 9 mois. Et vous estimez que ce ministère va fonctionner comment? Et le chef de l'État a dit qu'il faut qu'il y ait un ministère de l'enseignement technique et professionnel. Mais dans les faits, il n'existe pas. Il n'existe pas. Je voulais aussi dire un mot sur le système éducatif. Je pense que Makolo a dit beaucoup de choses. Il a pleinement raison. Et je vais aussi reprocher au gouvernement, on ne suit pas. On peut prendre des initiatives, mais rien ne suit. Le suivi ne se fait pas. C'est ce qui fait que c'est beaucoup plus dans des écoles privées où il y a des dérapages. Comme ça devient maintenant du business, j'ai créé mon école, je veux de l'argent. Si les enfants ne s'habillent pas mieux, c'est quoi mon problème? Ah oui, vraiment quelques poussières de secondes, nous allons faire le dernier tour de table.
les dettes extérieures de la République démocratique du Congo. C'est vrai que Adolphe Muzito nous dit que nous devons contracter des dettes pour que nous puissions décoller, mais il faut savoir aussi de temps en temps les payer. Puisqu'on se réveille un bon matin, on saisit l'avion à Dublin et on nous dit ici carrément, le phare nous dit affaire de l'Airbus Congo Airways, toujours pas d'avancée, la délégation du gouvernement en tourisme à Bruxelles. Dernièrement, les athlètes congolais ont été interdits d'accès à Kintele parce qu'on n'a pas payé nos dettes. Et le dernier buzz de la semaine, eh c'est Mokia qui dit carrément qu'il va saisir l'ITB Kokolo parce que l'État lui donne de l'argent. Alors, Willy Makolo, dernier tour de table, ces dettes de l'ARDC, là, ça donne aussi une mauvaise image quand même. Si on ne paye pas nos dettes, voilà où nous en sommes aujourd'hui, un pays non crédible. Une très mauvaise image. Peut-être qu'il montre avant même de parler comme aujourd'hui l'avion est saisi, il y a Mokia qui menace de saisir ITB Kokolo, de l'autre côté les athlètes sont partis, ils n'avaient pas droit à accès à... Bon voilà, aussi parce que... Nous n'avons pas suivi le match 260... Oui, le match, on a essayé d'être avec la FNEX, on n'a pas suivi le match RDC-RCA. Bon, voilà. Mais là, nous parlons des dettes qui sont connues. Mais il y a des dettes des individus qui ont travaillé pour ce pays. La dette intérieure, en fait. Mais oui, vous savez qu'il y a des gens dans ces pays qui ont perdu la vie parce que l'État lui devait de l'argent et que cet argent-là ne lui a jamais été donné. Et le monsieur qui était malade perd la vie, c'est dans ce pays. Est-ce que vous pouvez comprendre que le Congo est la RDC, le ministre des Transports est là, mais est-ce qu'il peut nous expliquer comment est-ce que l'avion a été saisi? Et pourquoi est-ce qu'on a saisi l'avion? C'est pour de dettes? On le saura bientôt. On le saura bientôt. Mais écoutez, il y a même Mokia, c'est aussi un individu, malgré que c'est un homme politique connu dans ce pays. Mais c'est un Congolais à qui l'État doit de l'argent. Écoutez, l'État ne doit pas seulement de l'argent à des personnes, entre guillemets, connues. Mais je vous ai parlé des individus qu'on ne connaît pas, des simples fournisseurs. Il a fourni ceci, une personne qu'on avait arraché ceci, on a cassé la maison là-bas. Vous savez, il y a des gens, jusqu'à présent, qui ne sont pas indemnisés. Là où on a construit l'hôpital du Cinquantenaire, je vous dis, il y a un monsieur, moi j'avais vu la maison qui était construite avec de baies vitrées. Et une maison qu'on a cassée, une maison d'une valeur de $1,200,000. Mais la dame et le monsieur, le couple, aujourd'hui, ils sont pris en vie. Ils ont perdu la vie parce que le gouverneur Kimbuta avait promis d'indemniser toutes ces familles. Ce sont de dettes. En quelque sorte, on a cassé au rail. Oui. En fait, je dis que j'ai un peu honte d'en parler, vous savez. Lorsqu'on saisit quelque chose de ta maison parce que tu as une dette et on sort avec ça à la face du monde, ça fait parfois honte. Hein? Ça fait vraiment honte lorsqu'on ne sait pas suivre le match parce que nous devons à FNEX, nous sommes appelés à suivre le match à partir de nos radios. Parfois on n'attend rien, c'est mal lorsque le commentateur va crier. Nos athlètes à Kintele ici où nous sommes tellement respectés à Brazzaville, mais on vous dit que vos athlètes ne peuvent pas accéder tout simplement parce que vous devez... Non, peut-être qu'on n'a pas d'argent, il ne faut pas aussi avoir de la mauvaise foi. Ça fait on n'a pas d'argent. Mais seulement... il ne faut pas dire ça. On ne peut même pas organiser l'élection des gouverneurs. Avant que je ne parle de nouveaux gouverneurs qui seront nommés, j'étais en train de dire que c'est vrai que nous avons des dettes, ça fait parfois honte, mais il y a aussi le patriotisme qui doit primer dans les fiefs de nos compatriotes. Moi, je ne suis pas pour Seilunga. C'est vrai, il aurait déjà changé de nationalité, mais je ne suis pas pour ce qu'il a dû faire. Saisir l'avion. Aujourd'hui, Coron ne fonctionne plus. Congo Airways qui peine à décoller. On ne sait plus. Il nous reste que je ne sais pas CAA. CAA ne sort pas du pays. Donc c'est compliqué, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Là, vraiment, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui, Thierry Bongo, il nous faut payer nos dettes parce que quand même, il y a des petites choses qui nous rendent un tout petit peu ridicules aux yeux du monde. Oui, je crois que ça fait aussi partie des indicateurs qui prouvent à suffisance de la bonne gouvernance. Tel État est sérieux, tel État applique la bonne gouvernance. Mais nous sommes patriotes, je rejoins totalement Jean-Jeff quand il dit que c'est un Congolais qui suscite la justice internationale, peut-être parce qu'il est dans ses droits, pour retenir un bien qui appartient à l'État congolais. Ça fait un petit peu honte, ça fait un peu mal, parce que effectivement, c'est vrai qu'il est dans ses droits,
il peut le faire. Mais au-delà de tout ça, la RDC, c'est un pays qui n'a plus de compagnie nationale. C'est un pays qui n'a plus de référence dans les airs. C'est un pays qui n'est plus présent depuis plusieurs années, depuis Erzaïr, dans l'échiquier international de l'aviation civile. Et cela ça fait aussi partie des prestiges d'un État dans le monde. Et ça fait partie aussi des éléments qui prouvent de son rayonnement dans l'international. Et bon, je suis tout à fait malheureux de voir que c'est un Congolais qui le fait, mais... Et on ne va pas se lapider soi-même, mais il faut le dire, c'est aussi la résultante d'un comportement qui est très très mauvais à la part de notre régime. Il faut savoir payer ses dettes, il faut savoir payer ses engagements, il faut savoir respecter ses engagements. Vous êtes sur le rail, vous détruisez des maisons, vous dites que vous allez réhabiliter le chemin de fer urbain à Kinshasa, vous promettez des indemnités aux gens, des indemnisations aux gens, vous ne le faites pas, ça fait quand même... pas sérieux. Vous décidez de rétablir ceci, rétablir cela, vous allez payer la dette de cette telle. Non mais s'il vous plaît, il faut qu'on puisse être derrière nos paroles, derrière nos engagements et respecter nos textes. Et respecter ce que nous-mêmes nous avons choisi de faire comme choix. Voilà, mesdames et messieurs, le temps qui nous a été imparti est terminé. Et ben c'est ça, la télé, c'est le temps, c'est le respect de l'heure. Merci donc à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Willy Makolo de la RTVS 1. Merci à Jean-Jeff Mwanza de Vision Info. Et merci à Thierry Bongo de SSM. Ce sont des compétences de mon pays et j'assume. Et donc, merci à vous, fidèles téléspectateurs de Webpress. Merci à toute l'équipe technique, Alain Bolikango et à Gilles Chibambe à la régie finale et à Maïlo Bumba. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir dans les réseaux sociaux, bien sûr. Mon émission continue. Nous allons débattre là-dedans. Et nous nous retrouverons avec le même plaisir le mercredi prochain, Inch'Allah.